Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Calreco. Je vous avoue que je suis perplexe. Au mois de novembre dernier, j'étais au Pérou. Comme en 2023, je suis allé faire une retraite dans la forêt. Je suis allé me faire soigner à Tarapoto, au centre Takiwazi. Quand je dis me faire soigner, c'est qu'on parle ici de médecine, la médecine traditionnelle amazonienne qui vient te chercher où tu ne l'attends pas, au-delà du corps, du physique, au-delà même du mental, puisqu'elle vient travailler en toi sur un plan bien plus étendu, bien plus large, un soin spirituel qui va venir impacter tous les autres niveaux de ton existence. Je disais donc perplexe car cette retraite m'a beaucoup remué. La première avait été lumineuse, assez lumineuse. Le processus de purge, cérémonie d'ayahuasca, retraite et diète dans la forêt avait été très fluide, plein d'enseignements, très clair. J'avais parlé à la plante directement. Elle m'avait dit ce qu'il fallait faire ou pas. Ou en tout cas, elle avait répondu à mes questions. Ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'a fait avancer tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Mais cette fois, ce fut différent. Peut-être plus profond, plus tortueux, plus mouvementé, plus subtil à comprendre, à tel point que je suis encore à cette heure en travail sur ce que j'ai vécu. Comme si la première retraite en 2023 m'avait permis d'enlever la première peau et que cette seconde fois, le travail avait vraiment commencé. Bon, je reviendrai vous parler de cette nouvelle rencontre avec la médecine au Pérou quand tout sera digéré, quand j'aurai du recul sur mon expérience. J'ai enregistré là-bas un journal audio, un journal de diète, que je compte bien partager avec vous quand le moment sera venu. Mais pour le moment, je suis perplexe, oui c'est ça. Parce que je me demandais aussi si c'était vraiment le moment de reprendre les entretiens de Calreco. Déjà, je suis sur l'écriture du spectacle, enfin, je suis sur la fin, là, je suis plutôt sur la musique. Donc ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion aussi. Et c'est vrai que je suis moins enclin à penser aux interviews, mais je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Mais j'ai besoin de me concentrer aussi sur moi à la suite de cette retraite, comme je vous le disais. Et donc j'ai hésité avant de vous proposer l'interview qui suit. C'est une interview de Damien Straker, que j'ai rencontré là-bas à Takiwazi. Une très chouette rencontre et un très chouette témoignage que je vous propose donc de découvrir aujourd'hui. Avec le bonus sur Patreon, le bonus Calreco. Le bonus. Damien est photographe et vidéaste, créatif et talentueux, d'après ce que j'ai pu voir de son travail, mais il est aussi instagrammeur, très actif sur les réseaux, ou en tout cas il l'a été, c'est ce qu'il va nous raconter. La trajectoire qui l'a amené jusqu'au Pérou part d'une sorte de burn-out, d'une crise existentielle en tout cas, celle que vit chaque individu à un moment de son existence s'il est en quête de vérité. Cette vérité, Damien a pensé la trouver dans l'esprit critique d'abord, dans la zététique dont il s'est nourri pendant longtemps. Bon, vous savez ce que je pense de l'esprit critique, c'est très bien, l'esprit critique s'appuie sur la science, mais la science tente de répondre au comment et pas au pourquoi. Et c'est à la réponse au pourquoi que Damien est venu se mesurer au Pérou, à Tarapoto, en expérimentant cette diète. Donc je vous propose qu'on l'écoute. Mon intro est un peu longue, mais je vais m'effacer volontiers très vite pour la suite, car le déroulé de la narration de Damien est plutôt fluide. Et donc je ne vois pas la nécessité d'intervenir plus que de raison, puis ça changera un peu des formats habituels. Cette histoire qu'il nous raconte se déroule donc en deux parties.
comment il est arrivé, dans quel état d'esprit il est arrivé au Pérou, et puis comment il est reparti. Son expérience est assez caractéristique du genre de prise de conscience que l'on peut avoir quand on s'ouvre au pouvoir des plantes. Je vais donc me taire, ça y est, ça vient. Je me tairai presque jusqu'à la fin. Je crois que je fais une intervention au milieu, c'est tout. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à écouter cet entretien avec Damien, que je salue et remercie au passage. Bonjour à tous, je m'appelle Damien, j'ai 35 ans. J'habite en Suisse. Je suis français, mais j'habite en Suisse depuis plusieurs années. Et puis j'exerce le métier de photographe et vidéaste, un métier passion. Et donc ça fait plusieurs années que j'exerce ce métier, donc depuis 2017. Et je suis aussi pas mal actif sur Instagram, en tout cas je l'ai été. J'ai un peu ralenti depuis à peu près une année. Parce que je me suis rendu compte que malgré le fait qu'au niveau du travail, tout se passe plutôt bien, on va dire, si je fais la synthèse sur depuis le moment où j'ai commencé, je dirais que dans ma vie en général, d'un point de vue extérieur, tout le monde pourrait se dire ouais, ce gars il a une putain de vie et tout, j'aimerais bien faire les soirées qu'il fait, j'aimerais bien être entouré des personnes qui l'entourent, j'aimerais bien faire partie de son entourage, mais c'est un peu ce qu'on me dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis un peu actif sur Instagram, je fais pas mal de vidéos en tout genre, des vidéos drôles, et je connais pas mal de personnes un peu connues et tout, donc c'est ce qui a aussi accéléré la notoriété. Donc il y a l'aspect du travail que je fais, qui a été pas mal reconnu, et puis le fait que j'ai fréquenté pas mal de youtubeurs, pas mal d'influenceurs, de gens un peu connus sur tous les secteurs, sur la musique, etc. Vu que j'ai travaillé pour ces gens-là, et donc j'ai été mise en avant, et puis moi j'ai toujours aimé être derrière la caméra, mais aussi devant, depuis que je suis tout petit, tu vois. Mais malgré tout, j'avançais dans la vie avec un sentiment grandissant que j'ai eu du mal à identifier, mais de vide existentiel. Et plus tu avances dans la vie avec ce sentiment de vide existentiel, le premier réflexe que tu vas avoir, tout ça c'est inconscient au début, mais les premiers réflexes que tu vas avoir, c'est que tu vas essayer de compenser à travers des relations. Donc ça c'est depuis tout jeune, avoir des relations, longues relations avec des filles, et ça se terminait un peu toujours de la même façon. Je me faisais quitter, quelques mois après, elles refaisaient leur vie, elles s'engageaient, elles se mariaient, elles avaient des enfants. Moi je m'en trouvais une autre et je recommençais, je restais plusieurs années, et puis tu te dis, putain mais c'est quoi, j'ai une malédiction, je comprends pas. Ça vient pas de moi, tu vois. J'ai juste une malédiction, je tombe que sur des meufs qui vrillent dans leur tête. Et puis j'ai beaucoup compensé par le fait de vouloir me mettre en avant aussi pour qu'on me regarde, je pense. J'ai des passions, si tu veux, la musique, plus jeune c'était la danse, le cinéma. Donc depuis tout petit, je fais des films avec les caméscopes, les premiers caméscopes de mon père, avec mon petit frère, etc. Et puis ensuite ça a évolué quand YouTube est arrivé, on peut mettre ça sur les plateformes. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'enregistrer chanter, puis à réaliser mes propres clips. Et tout ça dans le but, aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, tu vois, avec le recul, mais est-ce que c'était vraiment par passion pure, ou est-ce que c'était pour le sentiment que ça me procure? Mais ça, je pense que c'est un peu le propre de tous les artistes. Qu'on me regarde et puis qu'on me donne de la valeur, que tu ressentes qu'on te renvoie une certaine valeur de toi-même pour te sentir exister dans le monde. Et puis j'ai toujours
plus ou moins exercé des métiers passion avec des périodes où j'ai fait des jobs alimentaires, mais c'était le temps que, que tout se concrétise sur création d'entreprise, etc. Et quand vraiment j'ai fait le taf que je voulais, j'avais une relation qui marchait bien, j'avais tout qui allait bien, si tu veux, tu vois. J'ai perdu encore une fois une relation que j'avais avec une meuf. Ça avait duré 10 ans, on avait des beaux projets ensemble. Et du jour au lendemain, elle s'est barrée. Alors que dans ma tête, tout allait bien, on avait une relation hyper saine. Une relation nourrie vraiment de l'intérieur. Et j'ai pas compris pourquoi je retombe toujours dans ce schéma-là, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis là, à partir de là, ça a été vraiment une dégringolade psychologique, parce que c'est une accumulation de schémas répétitifs de vie qui ne fonctionnent pas. Et là, ça m'a vraiment détruit, cette relation qui s'est terminée il y a 3 ans maintenant. Et là, j'ai plongé progressivement, mais sans m'en rendre compte. Donc j'ai voulu compenser ce sentiment d'abandon, tu vois, à travers les sorties à outrance, avec tout ce que ça implique dans ces milieux-là. Donc chaque week-end, le but c'était de sortir, c'était de s'évader par tous les moyens possibles. Sur le coup ça marche, mais sur le long terme c'est destructeur physiquement et psychologiquement. Et le sentiment de vide intérieur, il est grandissant. Mais je l'identifie pas tout de suite. Et je me rends compte que c'est parce que ce vide est grandissant que je compense de manière grandissante aussi, tu vois. Et à un moment donné, tu te dis stop, c'est pas moi, c'est pas le gars que je vois dans les photos de mon iPhone là, quand je fais un peu une rétrospective des mois passés, je me dis putain, mais je me reconnais pas. J'ai perdu toute ma créativité, et donc dans un travail créatif, perdre sa créativité c'est compliqué. Alors j'ai perdu mes clients progressivement, mon activité de photographe et vidéaste que j'exerçais depuis plusieurs années maintenant, j'arrivais plus du tout à en vivre. Donc j'arrivais plus à assumer mes charges, j'arrivais plus à assumer quoi que ce soit. Donc j'ai dilapidé toutes mes économies en quelques mois, tout ce que j'avais mis de côté pendant des années, pour maintenir un train de vie en apparence, tu vois. Et puis surtout quand tu es actif sur les réseaux sociaux, j'ai exacerbé encore plus ce côté-là. Il fallait que je me mette en avant de manière... Ça n'a jamais été excessif, parce que ça reste quand même pas ma personnalité, mais c'était plus qu'avant, tu vois. Donc fallait pas que je perde la face. Et à un moment donné, t'épuises les ressources. T'épuises les ressources financières, t'épuises les ressources physiques, psychologiques, et tu sens que tu te rapproches du mur là. Donc avant de tomber très très bas, je me suis dit qu'il fallait que je parte sur une analyse de moi-même, de ce qui se passe physiquement, intérieurement, pourquoi tout ça, pourquoi... Et au début, les débuts de réponses que j'ai, c'est des réponses de surface. C'est parce que je suis triste de ma relation, c'est parce que j'ai pas tourné la page, c'est parce que dans ma famille, je manque de connexion familiale, c'est parce que ceci, parce que cela, parce que je suis pas dans la bonne ville, parce que j'ai pas eu de chance, parce que voilà. Mais au final, il y a 1 an, j'ai pris des résolutions sans trop savoir où j'allais, mais en tout cas je savais où je voulais plus aller. Donc j'ai arrêté de sortir. J'ai commencé à faire du trail en forêt, et je me suis redécouvert une connexion avec la nature que j'avais totalement oubliée depuis l'enfance. Quand j'étais petit, on allait toujours se balader avec mes grands-parents, tout le temps, on allait n'importe où, mais il fallait qu'on soit à l'extérieur, mais tous les jours. Et avec le temps, j'ai totalement déconnecté de ça. Moi, c'était plutôt les grandes villes, plutôt les réseaux sociaux, les soirées, des trucs comme ça.
Et je me suis rendu compte que le fait de me reconnecter à la nature, donc j'allais courir tous les jours, petite distance au début, et puis plus grande distance avec les semaines qui passaient. Et je me suis dit, enfin j'ai ressenti en moi, ok, c'est dans cette direction qu'il faut que j'aille. Je sens que c'est ça qui me fait du bien, il y a quelque chose à comprendre de ça. Parce que quand je courais, j'écoutais beaucoup de podcasts aussi, mais j'étais aussi beaucoup en écoute du bruit extérieur, c'est-à-dire pas grand-chose, juste le bruit de la nature, le calme, comme si le temps il se coupe. Et petit à petit, j'ai commencé à faire un travail aussi intérieur, à avoir plus d'écoute de podcasts sur des choses un peu plus éloignées du scepticisme. Parce que les dernières années, j'étais vraiment, je m'alimentais que de ça, de zététique, de trucs très, très concrets. Et c'est cool, hein, parce que tu te sens plus intelligent des fois, protégé de certaines manipulations. Et je pense que c'est une bonne chose, hein, d'avoir quand même un esprit critique, mais je pense que c'est pas une bonne chose quand tu as déjà une perte de sens profonde, parce que ça va te délier de toute connexion plus spirituelle, j'aime pas ce mot, tu vois, mais donc en même temps, j'ai commencé à courir en écoutant des podcasts de zététique à fond la caisse, mais en même temps, ce que je ressentais était un peu paradoxal, tu vois. Donc ma connexion à la nature, ce bien-être, cette compréhension un peu plus d'un autre niveau. Donc après, j'ai commencé à enlever le casque et à courir sans. Et je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, que je retombais dans certains comportements addictifs qui me poursuivaient un petit peu malgré l'arrêt de mes fréquentations de sorties dans ces endroits tels que les bars, les boîtes de nuit, toutes ces personnes aussi que tu vois que pour ces moments-là, donc, mais finalement c'est des relations qui sont un peu creuses. Et j'arrivais pas à me défaire de ces comportements-là qui me détruisaient progressivement. C'est comme si je tirais sur une corde des deux côtés en même temps, tu vois. Et que le côté bénéfique ou reconnexion à la nature, éloignement des endroits toxiques prenait de plus en plus de force à chaque fois que je retombais dans des comportements addictifs avec certaines consommations, etc. Ça tirait aussi sur la corde de l'autre côté, donc si tu veux, mon état émotionnel, il faisait des vagues. Et ça, c'est très difficile, parce que tu peux être bien pendant plusieurs semaines, et puis ensuite très mal. Mais en même temps, ces moments de très mal, c'est là que j'allais puiser toute ma motivation pour aller encore plus loin dans la compréhension, plus loin dans la recherche, plus loin dans la démarche parce que j'ai compris qu'il fallait que je me reconnecte à quelque chose. J'ai identifié progressivement que c'est une sensation de vide existentielle qui fait que j'ai toutes ces problématiques-là. Tout découle de ce truc-là. Donc je me dis, plutôt que d'aller faire des thérapies, plutôt que de traiter les symptômes, essayons de prendre ça plutôt vraiment profondément et de me reconnecter à la vie, à l'amour, à toutes ces valeurs abstraites qui n'ont rien à voir avec la zététique. Et un jour, je me suis confié à un ami, parce que toutes ces problématiques que j'avais, j'en avais parlé à personne. Donc quand tu te bats tout seul, tu dis je vais m'en sortir tout seul, c'est bon, je fais ce qu'il faut déjà, et tu te rends compte que c'est pas suffisant, et plus tu épuises les ressources que tu mets en place, à chaque fois que tu te relèves, tu dis ok, bon, ça je peux peut-être le faire, je l'ai pas encore fait ça, et tu vois que c'est pas jamais suffisant. Tu sais que tu es sur la bonne voie, hein, mais à chaque fois que tu replonges, tu te dis putain, j'ai toujours pas réglé ce problème, quoi. J'ai tout en apparence pour aller bien, c'est-à-dire que je me suis relevé, ça je l'ai pas dit, c'est-à-dire que je me suis remis dans une relation,
une relation avec une personne qui vraiment qui mérite que tout se passe bien, qui m'aide, qui est vraiment à mes côtés quand ça va pas. J'ai retrouvé tous les clients que j'avais perdus, donc j'étais retourné travailler à l'usine pendant cette période où je faisais que de sortir, où rien qu'allait, donc j'ai retrouvé donc mes activités de freelance et c'est reparti mieux qu'avant, je dirais. J'ai également trouvé un job à temps partiel, mais pareil dans le domaine de la vidéo, etc. Donc tout va super bien, de mieux en mieux. Donc je voyais que tout ce que je mettais en place, ça avait des répercussions bénéfiques. Mais c'était pas suffisant. Donc un jour, j'appelle un de mes amis, qui s'appelle Léo, et je me confie à lui. Parce que je savais que c'était une personne qui allait pas me juger, et c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un avec qui, quand tu lui parles, tu es apaisé. Tu vois. Il n'y a pas de jugement, il est très relax. Il vit une vie très simple dans un gîte au milieu de la France, au milieu de la forêt, il n'y a rien du tout. Donc il est gérant d'un gîte depuis plusieurs années où il accueille des gens pour des séminaires, des retraites spirituelles ou même des événements comme des mariages ou plein de choses comme ça. Il tient ça avec sa femme depuis plusieurs années. Et c'est un mec avec qui j'étais au lycée, à l'époque du lycée, quoi. On est toujours resté en contact, hein. On a toujours été amis, proches, mais on se voit pas souvent parce qu'on habite assez loin. Et je me souviens que lui, à l'époque, quand on était plus jeune, c'était pas du tout la même personne, tu vois. Il était, je dirais pas violent, mais la bagarre, les embrouilles, hyper actif, dans les extrêmes aussi, tu vois, incontrôlable un peu. Et puis je pense qu'il s'est un peu perdu en cours de route. Il avait fait tout ce... Je l'avais vu de loin parce que c'était il y a longtemps, c'était il y a une dizaine d'années. Il avait fait un peu tout un cheminement intérieur. Et puis quand je l'avais revu plusieurs années après, on s'était peut-être pas vu pendant 2-3 ans, puis quand je l'ai revu, je l'ai pas reconnu. C'était quelqu'un d'autre. Et je l'avais revu justement dans ce gîte-là. Avant, il était en Espagne, il faisait le tour du monde, enfin, il savait pas trop. Et aujourd'hui, c'est devenu un mec hyper calme, hyper inspirant, religieux même. Et je me souviens qu'il m'avait dit à l'époque qu'il avait fait une retraite spirituelle au Pérou. Et j'avais dit, oh, t'es un fou et tout, t'es vraiment à fond dedans, ben, c'est bien et tout. J'étais content pour lui parce que ça a été très bénéfique. Et puis il m'avait parlé qu'il avait pris une plante. Et puis je sais plus ce que c'était, tu vois, mais en tout cas, je me souviens que ça avait été quelque chose qui l'a vraiment transformé. Et moi, en faisant toutes ces recherches de mon côté, donc je suis tombé sur des vidéos de Jacques Besson, qui est un psychiatre, je crois, psychologue et médecin suisse, en tout cas qui a des livres ou des conférences où il fait le lien entre addiction et spiritualité. Et je me suis dit, putain, c'est exactement ça. Il expliquait en fait que le problème du sens chez l'être humain, il peut conduire à des comportements où tu te perds dans l'existence. Donc ça peut être en tout et n'importe quoi, mais en tout cas, tu as plus de chances à te diriger vers une vie qui n'est pas très saine pour toi si tu manques de sens. Et je me suis dit, putain, je pense que c'est exactement ce que j'étais en train de comprendre sans vraiment l'expliquer comme ça aussi concrètement. Donc j'ai exploré ses travaux et puis dans une de ses conférences, il parlait notamment de psychédéliques et d'ayahuasca. Je ne connaissais pas du tout, mais ça m'avait rappelé ce que mon ami m'avait dit il y a quelques années. Il disait que voilà, pour faire une sorte de réinitialisation du cerveau ou pour essayer vraiment de se connecter à des plans supérieurs, etc. Donc après, j'ai fait toute une recherche de ce qui se fait par rapport aux psychédéliques en Suisse, parce que j'habite en Suisse, et ils font beaucoup de travaux par rapport à ça, l'utilisation de psychédéliques ou de substances comme la MDMA ou le LSD dans le traitement de la dépression, d'anxiété, des addictions, etc. Donc je me suis dit,
ok, là, je pense que petit à petit, mon chemin il est en train de s'affiner vers quelque chose qui devient intéressant et qui semble me correspondre de plus en plus. Quête de sens, anxiété, dépression, addiction, etc. Et puis, c'est trop bizarre, mais un soir, je revois une amie que je n'avais pas vue depuis quelques mois, mais une amie très très proche. Et puis on se confie, je sais pas, on a des longues discussions, donc on s'était vu autour d'un café, et puis je lui ai raconté un peu où j'en étais dans ma vie, tout ça. Et puis je dis, puis toi, qu'est-ce que t'as fait elle me dit, ah ben là je rentre de vacances, j'étais avec une amie, elle s'appelle comme ça, toi tu t'entendrais bien avec et tout. Je dis, ah bon, ben, je sais pas, je la connais pas. Elle me dit, ouais, elle fait des retraites spirituelles avec de l'ayahuasca ou je sais pas quoi. Je dis, ah ouais. Je dis, c'est bizarre, mais j'ai entendu il y a une semaine dans une conférence cette plante-là et tout. Puis elle m'a mis en contact avec cette personne. Puis j'ai discuté avec cette personne, donc elle fait des retraites d'ayahuasca en Suisse. C'est pas légal apparemment. Elle fait ça en Suisse, aussi en Portugal. Et puis en ayant discuté avec elle, elle m'a dit très vite, ah oui, t'inquiète pas, vu tes problématiques, viens, fais une retraite, ça va régler tous tes problèmes. Et t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Limite c'est magique, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, viens, tu prends ça, ça dure un week-end, ça dure, tu payes 400 francs et puis tout ira bien et tout. Donc j'avais envie d'y croire parce que tu te dis, vas-y, pourquoi pas, tu vois. En même temps, ça paraissait un peu, tu avais toujours ton esprit sceptique qui revient et tu te dis, mec, fais gaffe. Après, en même temps, qu'est-ce que je risque? Et après, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas ce truc-là, ayahuasca, qu'il a pris mon pote Léo il y a quelques années, là. Et du coup, je l'appelle. Et je me confie sur toutes les problématiques que je rencontre. Là, c'est la première fois que je me confie sur mes vraies problématiques. Et il me dit, ne fais surtout pas ça là-bas. Il me dit, s'il y a un seul endroit où tu peux faire ça, c'est à Taquivoisi, au Pérou, à Tarapoto, là où je suis allé il y a plusieurs années, et il a commencé à me parler de Jacques Mabi, de son expérience, du risque de faire ça n'importe où, n'importe comment. Donc il m'a vraiment mis en garde sur plein de choses, et puis sans jugement, sans me donner de réponse par rapport aux problématiques que je rencontrais. Il me disait, tu as besoin déjà de te purger, tu as besoin d'une purge, et puis tu as besoin il m'a dit, peut-être que tout ce que tu cherches peut-être pas au bon endroit, il faut que tu ailles voir. Moi, le conseil que je te donne, c'est de te rapprocher de ce centre, et puis voilà. Et puis c'est une conversation qui n'a pas duré très longtemps. Il m'a juste donné ces indications-là, mais si tu veux, chaque mot était pesé, et c'est des mots aujourd'hui, même aujourd'hui, maintenant, après la retraite qu'on vient de faire ici, je repense à ce qu'il m'a dit, et ce qu'il m'a dit prend plus de sens aujourd'hui encore. Et puis là, j'ai commencé à faire plusieurs recherches sur le centre, sur Jacques Mabi, sur tout ce qui se passe ici, et sur les médecines traditionnelles en Amazonie et tout. Donc au début, c'est compliqué parce que quand tu as baigné dans le scepticisme pendant plusieurs années, c'est dur, tu vois, de lâcher. Mais en même temps, il y a une approche aussi scientifique à travers toutes ces démarches-là. C'est pas du folklore. Il y a des recherches, il y a des études qui sont menées et qui démontrent, même s'ils ne les expliquent pas par des explications chamaniques, mystiques, mais par l'observation du cerveau, on remarque qu'il se passe des choses sous psychédélique, et puis on arrive à démontrer aussi qu'il faut que ce soit encadré. Donc en écoutant plusieurs vidéos de Jacques Mabi et de Jacques Besson, j'ai contacté... ça me paraissait, si tu veux, une solution extrême. Je vais quand même pas venir au Pérou, dépenser tout cet argent, machin. Je vais réussir à régler ces problématiques, tu vois. Il suffit que je prenne peut-être des truffes ou des champignons hallucinogènes, et puis c'est bon, ça va faire le job, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé sur internet des truffes magiques. Je me suis dit, allez, je vais me reconnecter. Et franchement, ça a été une expérience incroyable. J'ai pris des trucs que j'ai commandés sur internet, une dose qui était considérée comme légère, mais j'ai vécu un moment de grâce, quoi. J'étais dans la nature,
C'était au moment du coucher de soleil, donc juste avant la nuit. Et puis j'ai ressenti quelque chose de vraiment incroyable, quoi. J'ai pris un haut-parleur et j'ai mis ces musiques de handpan, là. J'étais les mecs qui font... Et ça a un peu drivé le début de l'expérience, donc la montée, tout ça. Et puis je regardais la nature autour de moi et vraiment j'ai eu l'impression d'accéder à un autre niveau de conscience du monde, tu vois. Il y a comme un respect pour tout ce qui nous entoure, une espèce d'harmonie inexplicable. Et c'est du coup le centre de tous ces discours qu'on entend, en fait, finalement, d'unicité, d'unité, d'amour infini, général et tout. Et tout ce qu'on retrouve dans les vidéos un peu New Age, tout ça, que je détestais, hein, si tu veux. Et finalement, je me suis dit, il y a peut-être un mi-chemin à faire entre les deux, tu vois. Et puis après, l'expérience a duré quand même plusieurs heures et la nuit est tombée, donc c'était un peu moins sympa sur la fin parce que les arbres, tout ça, ont commencé à me faire un peu flipper. J'étais dans un état très bizarre et tout, mais ce que j'ai expérimenté en première partie, ça a été vraiment, vraiment bien. Et puis puis après, je suis allé voir mon pote, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. J'ai fait un week-end chez lui de 3 jours. Ça m'a fait du bien d'être vraiment dans la nature et tout. Ça m'a vraiment conforté dans l'idée que l'idée de s'isoler comme ça, c'est vraiment cool, sans téléphone et tout. Et puis en discutant avec lui, il m'a dit, même les champignons et tout, t'as un peu joué avec le feu, fais attention, parce que, je te répète encore une fois, si tu veux vraiment faire ça, donne-toi les moyens de t'en sortir et va là-bas, quoi. Et quelques semaines après, j'ai contacté le centre et j'ai fait donc cette lettre de motivation pour venir ici à Taquihuasi au Pérou pendant 2 semaines. Et puis c'est comme ça que je suis venu ici, quoi. Et c'est quelques semaines avant d'arriver, si tu veux, le fait de savoir que je venais, tous mes comportements, un peu tout s'éclaircissait, tu vois. Vraiment, c'est comme si avant de venir, j'étais déjà mieux. C'est comme si ça avait déjà réglé les problématiques, le fait d'avoir fait la démarche. Donc, mais quelques semaines avant de venir, je suis totalement reparti en vrille. Peut-être qu'il y a quelque chose qui me disait, vas-y, ça va être fini, donc lâche-toi et tout. Et je suis totalement parti en vrille, j'abuse si tu veux, mais j'ai un peu régressé quand même. Et puis, et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé à Taquihuasi. Bon, ça y est, c'est la pause. La pause au milieu de cet entretien. Et c'est pas le tout, mais on a envie de savoir ce que Damien a vécu ici au Pérou. Quelle transformation il entrevoit déjà à cet instant, parce que c'est souvent des prises de conscience qui mettent du temps à venir, mais je peux vous assurer que après une diète et une cérémonie d'ayahuasca, on a déjà des pistes et des compréhensions qui nous permettent d'entrevoir le chemin qu'on va prendre. Alors, quelle transformation Damien entrevoit, et je gage que vous n'attendez pas du tout ces réponses-là, et surtout que vous ne vous attendez pas à l'expérience qu'il a vécue lui, qui est assez différente déjà de la mienne, et puis des expériences qu'on nous raconte parfois. Mais le mieux, c'est que je vous laisse avec Damien pour écouter la seconde partie de cet entretien. Alors, je suis arrivé à Tarapoto début novembre. Je suis arrivé avec finalement pas tant d'appréhension que ça, j'étais assez relax. Mais c'est vrai qu'en arrivant dans la ville les premiers jours, j'étais un peu dépaysé et un peu surpris parce que c'est un autre monde. Franchement, quand t'as pas l'habitude, que t'es jamais venu en Amérique du Sud et ça grouille dans tous les sens et tu vois que ça ressemble en rien tu pars de Suisse et t'arrives à Tarapoto, je veux dire c'est un peu le jour et la nuit. Et puis au début j'avais pas mal d'appréhension, tu vois, je me suis dit putain on dirait que ça craint et tout, ça pue les cartels de drogue ou je sais pas quoi, enfin à mon avis sort pas trop la nuit tout seul, j'étais un peu dans ce délire, tu vois.
Et puis, bon, je le faisais quand même, parce que voilà, je sais pas non plus... Et puis, plus les jours ont passé, parce que je suis arrivé plusieurs jours avant le début de la purge, etc., de la diète. Je suis arrivé le dimanche, et puis nous, on avait commencé le jeudi, donc ça a laissé quelques jours pour s'acclimater un petit peu. Et j'ai beaucoup tourné un peu sur moi-même dans ma tête, où j'avais un état d'esprit qui faisait des up and down. Si tu veux, des hauts et des bas, où des fois je me disais non mais ça va être génial, tu vas avoir des réponses, il va se passer des choses, fais confiance, des choses que tu maîtrises pas, que tu comprends pas, laisse-toi aller, ouvre-toi, sois ouvert et accueille ce qui va venir. Et puis des fois je me disais mais c'est n'importe quoi, je suis dans un truc ésotérique, limite délire New Age, je vais rencontrer des gens qui sont pas du tout dans mon délire, que j'avais plus l'esprit à critiquer avant. Tu vois, je sais pas, je vais rencontrer des Thierry Casasnovas, ou tu vois, ce genre de trucs. Et finalement, je me suis dit, je vais taper sur YouTube, je vais regarder, il y a sûrement des gens qui ont fait des expériences, voir un peu à quoi m'attendre, tu vois. Ça va peut-être me rassurer, me dire... Et je suis tombé sur tes podcasts, c'est marrant. Je suis tombé sur ton expérience de l'année dernière, et je l'ai écouté en me baladant, là. Et c'est dingue, hein, mais j'ai fini le deuxième podcast quelques heures, je crois, avant de me rendre au centre Taquivoisie pour les inscriptions. Et puis j'arrive au centre, je m'assois sur le banc, et il y a un mec en face de moi. et on se dit bonjour rapidement, puis je me dis, mais excuse-moi, mais c'est toi qui as le podcast, etc. Et il me dit, bah oui. Et c'est fou quand même, tu vois, cette coïncidence, synchronicité, parce que tu aurais pu venir à n'importe quelle autre diète, parce qu'il y en a des diètes tous les mois, hein, faut le dire. Donc c'est quand même fou, tu vois. Donc je me suis dit, ok, c'est bizarre, tu vois. Et donc on a suivi le processus. J'ai fait un peu mes zones dans les rues de Tarapoto pendant quelques jours, jusqu'à jeudi, jusqu'à la première cérémonie de purge, où on doit prendre des plantes pour vomir. Et voilà, mais si tu veux, j'allais vraiment avec un esprit... j'arrivais pas à me décrocher de cet esprit critique où je me disais, mais vas-y, c'est pas, il n'y a pas de preuves, niveau scientifique, ça tient sur rien. Puis moi, j'ai le réflexe ChatGPT maintenant, ça me rend ouf. À chaque fois que j'ai un truc, ouais, ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de machin? Est-ce qu'il y a des preuves? Et tu sais qu'il va te sortir des références, des trucs, et à un moment donné, je me suis dit, bon, on va laisser le téléphone et ChatGPT de côté, puis je vais essayer de faire confiance, de réapprendre à faire confiance à mon ressenti quand même, parce que j'ai un peu perdu ce côté intuitif, tout ce qui est l'intuition, le ressenti, je l'ai totalement mis de côté et je l'ai totalement délégué à mon téléphone. Je me permettais plus d'avoir mes propres opinions à travers des ressentis, tu vois. Il fallait que tout soit vérifié. Si c'est pas vérifié, ça sert à rien que j'y pense, tu vois, que je laisse même une ouverture psychologique. Donc là, à un moment donné, c'est là que je me suis rendu compte, c'est que je suis peut-être tombé un peu dans un extrême finalement, tu vois. Le fait de vouloir te protéger de quelque chose, ben finalement, tu te protèges trop et tu deviens imperméable à tout. Et finalement, on est quand même des humains, on n'est pas des machines, donc voilà, on fait cette première cérémonie le jeudi de plantes vomitives. Moi j'ai du mal à vomir, parce que j'ai du mal à vomir de base, j'arrive pas à vomir, donc je fais toute la session sans vomir jusqu'à ce qu'on me donne une feuille, enfin une tige qu'on m'enfonce au fond de la gorge pour que je puisse vomir un peu. Donc j'ai vomi un tout petit peu, et puis je suis rentré à ma chambre d'hôtel très fatigué, un peu secoué quand même, hein, franchement ça secoue. Mais voilà, je me dis, écoute, bon, je sais pas où on va. Demain, il y a la session d'ayahuasca. Let's see, on verra. Si tu veux, moi, je suis venu pour régler des problématiques en mode, c'est la dernière étape. Si le voyage à Taquivoisie marche pas, je suis foutu, en gros.
Et plus j'avançais, plus j'avais une voix dans ma tête qui me disait ça marchera pas, t'es venu pour rien, t'es con, qu'est-ce que tu fous là, c'est n'importe quoi. Tu vois. Puis de temps en temps, t'avais une autre voix qui disait vas-y, ouvre-toi, retrouve cet émerveillement, cette intuition, ce ressenti, ce qui te connecte à en fait tout ce que t'avais quand t'étais plus jeune, quand t'étais enfant. Moi, le métier, même les métiers que j'exerce aujourd'hui, toute cette créativité, tout ce que tu vas chercher dans une autre sphère quand tu es créatif, tu vas le chercher où? Il faut bien que tu t'autorises, tu vois, à ça. Et moi, c'est vraiment depuis que je suis gamin, tu vois, que je suis vraiment extrêmement dans les films, dans la musique. Je suis sur une autre planète, moi, depuis que je suis petit, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours eu, d'ailleurs, beaucoup du mal à m'entourer vraiment d'amis à l'école et tout. J'étais toujours un peu dans la lune, tu vois. Mais parce que j'étais bien avec moi-même, bien dans mes idées. Et ça, je l'ai vraiment perdu. Et plus je le perdais, je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant, mais plus je perdais ça, et plus je perdais aussi mon job. C'est en m'éloignant de tout ça que... Donc après, tu vois, quand tu commences à comprendre, tu te dis, vas-y, autorise-toi, t'es venu là pour ça. Et voilà. Donc... Juste avant la session d'ayahuasca, je suis allé un peu me retirer en forêt, là, juste derrière. Et je me suis dit, putain, mais il faut vraiment que j'arrive à me détendre psychologiquement pour m'ouvrir, tu vois. Et quand je marchais, j'écoutais de la musique. Je écoute beaucoup des musiques de films, et surtout les films qui m'ont marqué, qui m'ont touché. J'ai des films qui m'ont toujours touché, mais à un point vraiment extrême. Hein. Juste, je peux écouter une musique d'un film, je peux pleurer, tu vois. Et il y a 2-3 films comme ça, avant, je me disais, mais pourquoi ça me touche autant? Tu sais, je comprends pas. Et il y a notamment un film en particulier, c'est le film Hook, de Spielberg, avec Robin Williams, tu vois, machin. Et d'ailleurs, tu vois, je me suis même tatoué ici Never Grow Up, tu vois, Peter Pan, machin, rester toujours connecté. Parce que toute ma vie, si tu veux, c'était ça. J'ai toujours été le mec créatif, rêveur, et ouvert à plein de toutes sortes de choses un peu surnaturelles. Parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai été, moi, beaucoup dans les croyances, beaucoup dans l'ésotérisme, beaucoup dans ces trucs-là, mais peut-être trop, tu vois, à un moment donné, et ça m'a pas apporté que des bonnes choses, pas apporté que des bonnes rencontres, et c'est pour ça qu'après je me suis un peu retourné contre tous ces trucs-là en allant beaucoup faire le scepticisme et tout ça. Mais c'est très récent, si tu veux, le scepticisme, c'est il y a quelques années. Mais sinon, toute ma vie, j'ai été, et surtout quand j'étais petit, j'étais beaucoup rêveur. Et finalement, un truc qui m'a un peu bousculé quand j'étais ici et que j'ai fait cette balade en forêt, c'est que j'écoutais les musiques de Hook. Et puis j'ai commencé à, je sais pas, à ressentir quelque chose d'hyper fort et à verser des larmes et tout. Enfin, ça m'a vraiment ému parce que j'ai compris que, en fait, ce qui se passe dans le film Hook, c'est exactement ce que je suis en train de vivre maintenant. Et j'ai fait un parallèle avec ma vie qui était extrême. Hook, en fait, c'est l'histoire de Peter Pan. Donc Peter Pan qui vit dans le pays imaginaire, l'éternel enfant, qui veut pas grandir et qui vit dans un émerveillement constant de la vie. Et les méchants, les gentils, les enfants, etc. Et ensuite, il quitte Neverland, donc il quitte le pays imaginaire et il va vivre sa vie progressivement. Donc il trouve un travail, il construit sa famille, il fait des enfants et il tombe dans un job qui lui fait oublier progressivement jusqu'à la fin totalement. Il oublie qui il est. Il oublie qu'il est Peter Pan. Il oublie toute cette magie en fait qui existe, tu vois, qui est en lui. Et donc le capitaine Crochet vient, il prend ses enfants pour le forcer à retourner à Neverland. Mais lui, quand il retourne à Neverland, il ne sait pas où il est. Lui, il est avocat, il a son téléphone qui sonne, il est dans le concret, dans le train-train de la vie, dans ses responsabilités, il a pris du bide, tu vois.
Et tout le but du film, c'est de le faire revenir à cet émerveillement, à le faire retrouver son imaginaire à travers la scène du repas. Là, tu te rappelles, il voit rien, puis d'un coup, il se met à comprendre, il se met à se reconnecter à ça, en fait. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait. En fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de... Et c'est pour ça que je pense que ça me touche, parce qu'en fait, ça me parle totalement. Et je dois en fait faire cet effort. Je ne sais même pas si c'est un effort, parce que c'est ce que je suis finalement, tu vois. C'est ce qu'on est tous. Il y a quelque chose qui est là, qui est perpétuel, qui nous entoure, qui n'est pas ailleurs qu'ici, tu vois. Et il faut que j'arrive à le voir, parce que c'est ça qui va me sauver, tu vois. Et je l'ai compris vraiment comme ça à ce moment-là. Et là, j'ai commencé à pleurer, à me dire putain, mais c'est ça. Puis en regardant autour de moi, avec les musiques, machin, puis l'expérience que j'avais fait aussi avec les champignons, je me suis dit, mais oui. Donc tu vois, des fois, tu touches, j'ai retouché un peu du bout des doigts ces moments-là, puis après, tu reviens, parce que c'est pas quelque chose de magique, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas t'appuies sur un bouton, ça va en avant, tu reviens en arrière, puis le but, c'est de continuer à progresser. Et puis ensuite, bon voilà, le lendemain, cérémonie d'ayahuasca, où j'attends de voir le capitaine Crochet, tu vois, façon de parler. Et donc je prends la plante, arrive mon tour, tout le monde prend, je prends aussi. Je m'attends à un truc dégueulasse, puis j'ai trouvé ça super bon. Ça avait un goût de chocolat un peu. Un mix de chocolat, de café et tout. Je dis, oh putain, c'est pas dégueu, tu vois. Et bon, quand même, il se passe 30 minutes, 1 heure. Enfin, t'as pas trop la notion du temps parce que les lumières s'éteignent. Alors, ce qui était complètement fou, c'est que il faisait super beau jusqu'à maintenant. Et puis, au moment où la cérémonie commence, donc il fait nuit, ils éteignent la lumière, ils commencent le chant. Et au même moment, un éclair énorme qui commence, et qui fait trembler limite l'endroit où on était. Et je sais pas si tu te souviens là, ça. Et puis au moment où la cérémonie a commencé, les chants ont commencé, la pluie et tout, là, un bruit pas possible. Tu te dis ah ouais. Je me demandais même s'il n'y avait pas des haut-parleurs ou quelque chose qui était fait exprès, tu vois. Donc ça a vraiment contribué à nous mettre dans le mood. Et là je me suis dit ok vas-y, laisse-toi aller, vas-y. Parce qu'au fond de moi il y avait toujours encore cette voix qui revenait, mais mec c'est n'importe quoi. Vas-y de toute façon tu vas rien ressentir, ça fait 1 heure que t'as pris, il va rien se passer. T'as juste des chamans qui sont là, qui font des chants. Ok, ils sont super mignons et tout, mais en vrai, c'est pas ça qui va t'apporter des réponses. Il te faut du concret, il faut que tu trouves une force en toi, tout. Enfin bref. Et puis d'un coup, je l'ai senti arriver. Alors, ça n'a pas été une montée comme quand tu prends d'autres substances. Moi, ça a été une montée en 5 secondes. J'ai eu l'impression qu'on me couchait sur le côté, mais vraiment qu'on me plaquait au sol en mode en PLS et qu'on me mettait un coup de pied dans le corps, mais un coup de pied avec une botte de géant, quoi, tu vois, de la taille d'une maison, et qui m'explosait et m'envoyait dans l'univers en poussière, tu vois. Et je me suis retrouvé désintégré. Et j'ai vraiment eu cette sensation de désintégration totale, mais sans douleur, si tu veux, sans rien. Mais ça m'a vraiment plongé dans le tout et dans le rien, tu vois. Je n'existais plus, j'avais plus de corps, plus rien. J'étais en même temps tout et en même temps rien. C'était très bizarre. Et puis ça a été évolutif. Il y a des moments où j'ai repris la conscience. Et ça a été très long, en fait, j'avais l'impression, après, de tomber dans un trou sans fin, de tomber, et puis je m'écroulais, je perdais toute l'énergie, toute la force, donc on était obligé de rester assis. J'arrivais plus, parce que j'étais vraiment en train de m'écrouler, en train de tomber dans ce trou. Et le but de toute la session, ça a été de retrouver la force, de me relever, et toute la session, c'était... relève-toi et remonte à la corde et accroche-toi, et j'avais un couteau et je le plantais pour remonter, comme escalader un trou sans fin et tout. Et ça a été que ça, mon expérience a été que ça. Ça n'a pas duré très longtemps, je pense. Après le ressenti, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2. Et puis ça a été que ça, de revenir à la surface, de renaître, de pas me laisser abattre, tout ça, de jamais lâcher.
Et puis voilà. Et puis ensuite, c'était qu'une sensation de mal-être. Aucune force, j'arrivais plus à bouger, fallait que je reste assis et impossible. Ça a été une lutte physique ensuite, pas psychologique. Et ça en est venu même à m'énerver, tu vois. Je me suis dit, mais je m'énervais tout seul. C'était tellement horrible, une sensation vraiment atroce. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là en Amazonie regarde, tu sais, je me parlais à moi-même, tu fais pitié, t'es complètement défoncé au milieu de la jungle, là, dans un truc avec des chamans et tout. Regarde comme t'es mal et tout. Regarde, c'est ça ta vie et tout. Faut que t'en arrives là. Assume tes conneries et tout, machin. Enfin, tu sais, vraiment, je me suis mis à me juger tout seul. Vraiment, c'était extrême. Parce que j'étais hyper mal. Vraiment, je souffrais physiquement. Enfin, c'était atroce. Et jusqu'à la fin, quasiment, hein, et après, je me suis allongé. Le gars, il est venu vers moi. Il me dit, non, lève-toi et tout. J'arrivais pas, tu vois. C'était atroce. Et puis voilà. Mais si tu veux, toute l'expérience que j'ai vue en première partie de cérémonie, je l'ai oubliée. Je l'ai quasiment oubliée. Et donc après la cérémonie s'est terminée, je suis rentré même en footing jusqu'à ma chambre. Puis je suis rentré déçu, énervé de moi-même. Mais pas par rapport à la cérémonie, par rapport à toutes ces dernières années, pour que j'en suis arrivé là, tu sais, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je m'inflige autant de mal, pourquoi c'est n'importe quoi et j'ai rien vu de spécial, voilà, en quoi ça va m'aider maintenant. Demain on va s'isoler en forêt, ok, j'avais hâte, tu vois, vraiment, je me dis ok, j'ai hâte de m'isoler, ça va me faire du bien, ça va me calmer et tout. J'étais vraiment déçu de l'expérience. C'était pas ce que je suis venu chercher. J'attendais des réponses en fait, tu sais, tout de suite, il fallait qu'on m'apporte des trucs, il fallait que ce soit magique, il fallait que ce soit comme dans le film, tu vois. Et puis, donc on prend le chemin le lendemain matin pour les tambours dans la forêt. 45 minutes de marche, je sais plus, 30 minutes. Et puis on arrive, voilà, chacun entre dans son truc. Et puis à partir de là, boum, toi tu vas là-bas, et t'es tout seul. Avec ce bruit là que t'entends. Et puis il n'y a rien, à part un hamac et un lit avec une moustiquaire. Et puis rien. Pas de téléphone, tu sais pas l'heure qu'il est, et tu te dis que t'es comme ça pour 8 jours, et puis les premières heures, je suis assez relax, tu vois, je me dis putain, ça va être long quand même, tu vois, bon, mais j'étais éclaté en fait, j'étais défoncé de la nuit, j'avais pas beaucoup dormi, donc je me pose comme ça, j'ai quand même le temps de me dire que ça va être long, j'ai un petit stress qui monte. Je me dis ok, calme-toi, ça va aller, parce que tu as ce ruminement intérieur qui est là, qui a toujours été là, ce ruminement que je fuis depuis toujours. Et je vais me coucher et je dors. Je dors quelques heures. Et je me réveille, je suis bien, je suis décontracté, je me dis j'ai bien dormi, je me sens hyper bien, relax, la petite pression que j'ai eue avant, elle est partie totalement. Et puis je fais rien, quoi, je suis assis, puis j'attends. Puis j'attends, et plus j'attends, plus ce ruminement intérieur, je sais pas comment je peux appeler ça, cette voix intérieure, toutes ces pensées qui n'arrêtent pas dans ma tête depuis toujours ressasser des trucs, le passé, l'avenir, l'anxiété, l'angoisse, pas le contrôle de tout, de rien, cette voix que je fuis tout le temps en permanence sans m'en rendre compte, je la fuis à travers les relations sociales, je la fuis à travers mon téléphone, à travers les vidéos YouTube, à travers des films, à travers la vie du quotidien, à travers le fait de juste de s'asseoir des fois à un café, de regarder les gens. C'est une distraction, tu vois, t'es pas vraiment confronté à toi, t'es pas vraiment confronté à cette voix. Il y a toujours une distraction, toujours. Ne serait-ce que dans l'observation des gens. Et je me suis même rendu compte, moi, le soir, j'arrive même pas à dormir si j'ai pas une vidéo qui tourne ou un son à écouter. Parce que quand je suis en train de regarder le plafond,
et que je pose mon téléphone, là ça va pas. J'ai une angoisse qui monte, j'ai des remuements intérieurs qui remontent et j'ai des montées de stress, du coup d'adrénaline et j'arrive pas à dormir, c'est un cercle infernal. Donc en fait je fuis tout le temps cette voix. Et là, dans le tombeau, tu vas pas partir, tu vas rien fuir du tout. Et donc voilà, la voix revient, machin, plein de pensées, ça tourne dans tous les sens, et le stress et l'anxiété, t'as pas le contrôle, et ça, et tu penses, et il y a rien qui va tu vas rien régler tout de suite. Donc j'essaie de me calmer, attends, calme-toi, ça va aller, pense à autre chose, détends-toi. Non, tu peux pas, pas penser à autre chose. Donc je me calme, et après ça remonte, et là je pète les plombs. Là, je pète les plombs, je ne saurais même pas te décrire qu'est-ce qui s'est passé exactement. J'ai eu une remontée de sensations, même de l'ayahuasca, c'est-à-dire une impression de d'étourdissement, de distorsion visuelle, vraiment extrême. J'étais dans le lit avec la moustiquaire fermée, donc j'ai eu une montée d'angoisse extrême, peut-être une crise de panique, tu vois. Et puis plein de pensées dans tous les sens, de l'enfance qui se croisait avec des pensées récentes, avec voilà, plein d'angoisse, mais vraiment tout en même temps, et j'ai pété un câble. Je savais plus où j'étais, je savais plus quand, je savais plus si j'étais dans... En fait, j'ai eu l'impression de mourir. Le fait de cet enfermement là dans cette moustiquaire m'a fait ressentir que j'étais dans ma tombe, que ma vie était finie, que c'était et je pense exacerbé par encore les effets résiduels de la plante. J'ai eu le sentiment de mourir, que j'étais mort, et donc ce sentiment de t'es mort mais tu en as conscience, c'est-à-dire que toute ta vie elle est terminée. Et tu sais, cette sensation de j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu changer ça, j'aurais dû faire ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, et pourquoi j'ai mis tant d'importance là-dessus alors que ça n'en avait pas, alors que c'est ça qui était important. Et tout ça en même temps et en boucle et à différentes intensités et sur plein de sujets différents. Et le sentiment de c'est trop tard. C'est horrible. C'est horrible. Horrible. Et j'ai totalement... je suis parti en pleurs. J'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Et franchement, j'avais pas pleuré depuis des années comme ça. Des choses qui m'ont énormément anéanti ces dernières années, mais j'ai pas pleuré. Là, ça a vraiment représenté un ballon de baudruche qui se perce, et il y a tout qui sort, qui était là depuis longtemps. Mais ça n'a pas arrêté, hein, pendant plusieurs heures. J'ai pas arrêté, quoi. Et c'était trop intense. Je pouvais pas rester. J'étais en train de mourir, tu vois. Donc ça a duré des heures et des heures et des heures et des heures jusqu'à presque la nuit, le début de la nuit, où le guérisseur, le chaman, je sais pas comment on dit, est venu parce qu'il passait nous voir un par un, et il m'a vu dans un état pas possible, assis sur un bout de bois devant le truc, et je lui dis non, moi je pars et tout, parce que panique, parce que fuite, parce que trop inconfortable, tu vois. Et puis du coup voilà, il m'a dit que je pouvais pas rentrer maintenant, mais il m'a quand même donné une soupe. Je suis allé à sa cabane, ils m'ont donné une soupe à manger, un peu de pain. Et il m'a dit que je pourrais rentrer si je le voulais demain matin. Donc le fait de savoir qu'il n'y avait qu'une nuit à passer, que je pouvais rentrer demain dans ma chambre d'hôtel, ça m'a un peu calmé. Mais voilà, j'avais un livre avec moi. J'ai jamais pu lire de ma vie parce que mon mental ne tient pas en place. Parce que quand je lis, ça m'apporte plein de choses. Ça m'apporte des introspections, des choses profondes. Et du coup, ça me renvoie à cette voix, ce monde intérieur. Donc à chaque fois que j'ai essayé de lire dans ma vie, mon attention elle partait immédiatement. Parce que ça fait un vrai travail, mais je ne pouvais pas. J'avais pas la place mentale pour lire. Et le seul livre que j'avais, là, un livre de philosophie de Frédéric Lenoir, La puissance de la joie, très intéressant. Je l'ai lu cette nuit-là. En tout
jusqu'à la première partie de la nuit et j'ai fini le livre. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop bien de lire. Ça m'a apaisé, ça m'a apporté même des réponses, des parallèles avec moi-même et tout. Et puis le lendemain matin, j'étais un peu plus calme, si tu veux, mais je me suis dit, je vais m'écouter, je vais rentrer et je vais accéder à la bibliothèque de Takiwasi et je vais lire. Je vais rester enfermé dans ma chambre d'hôtel, je ne vais pas rallumer mon téléphone. Et j'ai eu une révélation cette nuit-là, je me suis dit, la lecture. La lecture, c'est... Alors tous les podcasts du monde, c'est cool, hein, mais lire, parce que quand tu lis, il y a le calme sonore. Quand tu lis, tu peux poser le livre sur ta poitrine et réfléchir à ce que tu viens de lire, prendre ton temps. Il y a toute une réflexion qui se fait en même temps. C'est pas comme une écoute. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience. C'est con, hein, de prendre conscience de la puissance de la lecture à 35 ans. Hein. Mais en tout cas, je me suis écouté et je suis rentré. Je suis rentré déçu, honnêtement. Voilà, je suis resté 24 heures dans la forêt. Voilà, j'étais déçu de moi, je m'en voulais. Et puis, je me suis entretenu avec Fabienne, là, donc une personne du centre Takiwasi. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de chemin qui s'adapte forcément à tout le monde. C'est pas grave, les chemins sont différents, mais profite de lire, profite de cette découverte et peut-être que tu auras quand même des réponses. Donc j'avais un carnet de notes, j'ai pris 2 livres à la bibliothèque et ça a été une révélation. J'ai peut-être choisi les bons livres, je sais pas, mais je me suis... j'ai peut-être choisi les bons livres, mais je me suis enfermé dans la lecture. Et j'ai pas arrêté pendant une semaine. J'ai lu 4-5 livres, des gros livres hein, en plus. Hein. Et ça m'a apporté tellement de réponses parce que ça m'a ouvert la voie sur ce que j'étais venu chercher ici. C'est-à-dire comment retrouver de la spiritualité en dehors de tout aspect dogmatique de religion ou quoi que ce soit. Et comment refaire la paix avec trouver le mi-chemin entre un esprit critique et une vie spirituelle. Et la grande découverte, c'est notamment un des livres d'Arnaud Desjardins qui est une relecture des évangiles où il explique que même à travers les évangiles, on peut retrouver un enseignement qui est commun à tous les grands enseignements spirituels de l'Inde au Tibet, en passant par l'Afghanistan, que ce soit avec des maîtres hindous, des maîtres soufistes ou quoi que ce soit. Et que d'apparence, tout peut paraître très différent, mais que le message commun, il est un peu le même. C'est qu'il y a la possibilité d'avoir accès à un monde subtil qui nous relie tous et qui est en dehors du monde physique. Et que même à travers les enseignements du Christ, par exemple, eh bien, en fait, il y avait une lecture qui montre que tous les enseignements du monde entier, de toutes les époques, parlent finalement de la même chose. Cette possibilité d'accès à une conscience différente de la conscience normale, de la conscience qu'on expérimente tous au jour le jour, et de ce sentiment d'individualité, et que finalement on est tous sur un autre plan reliés ensemble, et le travail c'est de comprendre qu'on fait tous partie d'un même ensemble, et que tout ce qu'on peut ressentir dans nos vies, que ce soit positif, négatif aussi, c'est pas forcément la seule et unique réalité. Et voilà, donc ça m'a ouvert gentiment la voie sur une reconnexion à mes racines profondes, c'est-à-dire le christianisme. Moi, je suis baptisé chrétien, même si dès mon enfance, j'ai eu un entourage amical qui m'a dirigé vers une autre religion
en m'expliquant que ma famille ira en enfer, etc., etc. Donc j'ai été déraciné des liens religieux et familiales, parce que j'ai pas été très proche de ma famille non plus depuis très jeune. Donc là, le fait d'entrevoir à travers ces lectures une reconnexion à mes origines, ça vient compléter ce que j'ai déjà entrepris avant de venir ici, c'est-à-dire me reconnecter à ma famille, me reconnecter à ce que je suis finalement. Et si je peux, à travers mes origines religieuses, en tout cas les utiliser comme un support pour progresser vers ce sentiment que j'ai touché à travers les expériences comme l'ayahuasca ou les champignons hallucinogènes, ce sentiment d'unicité universelle, ce sentiment qu'il existe un autre plan de conscience et qu'on peut avoir accès à ça à travers diverses méthodes, et que ça nous permettrait de vivre l'existence d'une autre manière, eh bien, je pense que ça peut être pour moi une voie qui pourrait me correspondre pour mener une meilleure vie finalement, et me libérer de tout ce qui m'emprisonne depuis quelque temps, et m'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc c'est comme ça que je repars de Tarapoto, c'est comme ça que je repars dans quelques heures du Pérou avec une porte qui s'ouvre et un cœur qui s'est un petit peu émerveillé, ou qu'en tout cas qui a entrevu ces possibilités-là. Et comme tu me disais très justement, Yannick, je pense que quand on entrevoit ces choses-là, ça reste. Même si on retourne dans un quotidien très rapidement, on se refait absorber par tout ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui marque de manière indélébile, et c'est quelque chose qui ne s'explique pas forcément. D'ailleurs, c'était un des conseils de mon ami Léo avant de partir. Il m'a dit tout ce que tu as compris ici, tout ce que tu as touché avec ton esprit, avec ton âme, n'en parle pas. Essaye d'éviter d'en parler en tout cas, parce que c'est pas des choses que tu peux forcément expliquer avec des mots. Et c'est aussi ce que j'avais ressenti à travers mes expériences de psychédéliques, c'est que les expériences que tu vis sont tellement intenses, il n'y a pas de mots. Le mot est trop pétriqué pour expliquer des choses beaucoup plus larges que ça. Donc c'est dans cet esprit que je repars, et ça a été difficile, très difficile, mais au même temps, on n'a rien sans rien, et c'est dans la difficulté qu'on peut trouver de la lumière, je pense. Voilà, mon expérience. Eh bien, un grand merci à Damien pour ce témoignage. On a enregistré cet entretien sous les manguiers à Tarapoto, pas très loin de Takiwazi. On était à Los Swingos, l'endroit où je logeais, à côté de la rivière. C'est un endroit très beau, très agréable, et en me replongeant dans l'écoute de cette interview, je me revoyais là-bas dans la cuisine du dehors, en train de discuter avec Damien. Et c'est vraiment des bons moments, c'est vraiment des moments hors du temps que l'on passe là-bas à Tarapoto, au Pérou, quand on est dans cette démarche. Puis j'imagine qu'il y a plein d'autres endroits comme ça, mais en tout cas, celui-ci fait partie de moi maintenant. Alors, une précision quand même d'ordre légal, là, on est ailleurs, on n'est pas au même endroit, effectivement, donc je ne fais pas la promotion des psychédéliques, cet entretien relate une expérience, ce podcast est à but documentaire et informationnel, et en aucune façon, je n'incite à la consommation de quelque substance que ce soit. Voilà, c'est dit, c'est clair, je l'espère, et puis j'espère aussi que cet entretien vous aura plu et aura contribué pour vous
Je vous souhaite d'être bien ancré, bien calé sur vos deux jambes pour les jours et les mois à venir qui risquent d'être houleux. Je vous souhaite de trouver la conscience et la confiance pour participer à la création d'un monde plus juste, de trouver les ressources pour chasser les marchands du temple et de trouver ce qui est juste pour vous et le courage d'actionner les bons leviers dans votre quotidien, dans votre vie. Bref, tiens, je viens d'ouvrir un compte Facebook pour Calreco, donc vous pouvez aussi nous y rejoindre. Et puis TikTok également. Bon bref, vous connaissez la chanson, mais c'est toujours bien de vous avoir un peu partout avant qu'on ne construise un site internet pour Calreco, ce qui ne devrait pas tarder. Et puis d'ici là, portez-vous bien, hein, restez conscients et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.